Bonjour et bienvenue dans Petites Étincelles. Comme vous l'avez constaté, je n'ai pas été très active en ce début d'année. Il y a eu un vilain Covid qui est passé par là et puis malheureusement un deuil. Alors pour ce nouveau podcast, je suis heureuse de le consacrer à une femme qui a passé sa vie à la consacrer aux autres. Mais justement, a-t-elle eu le temps de penser à elle ? J'ai eu le plaisir de rencontrer cette personne quand je faisais la presse du concert de Make-A-Wish à Bruxelles. Son nom est aussi joli qu'un beau jour de printemps. Bonjour Mariana Delmoitier Ferrara. Bonjour Valérie. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais super bien. Le soleil, lui, tout va bien. Alors, je t'ai choisie, non seulement parce que tu es une très belle personne, et je ne m'en avance que des jolies personnes, des belles âmes, mais aussi parce que, justement, tout cela m'intéresse. Donc, tu es bénévole, tu as été bénévole, et tu l'es encore, je pense, pendant de nombreuses années. Alors, je voulais savoir comment on commence à être bénévole. Est-ce qu'on se réveille un matin ? D'où vient ce choix, en fait, à un moment, d'aider les autres ? En fait, être bénévole, c'est quelque chose qui doit être inné en soi dans chacun. Je dois dire que j'ai toujours été un peu bénévole. Avant Make-A-Wish, j'étais déjà bénévole à la Croix-Rouge. En fait, je pense que ça a été le don de soi, le plaisir d'aider, le plaisir de partager quelque chose avec quelqu'un. Je pense que c'est ça, c'est le plaisir de faire quelque chose, et en plus si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose qui doit être inné en soi. Je pense que tout le monde peut être un peu bénévole sans être bénévole dans une association, mais le fait de vouloir aider quelqu'un, c'est peut-être être déjà un peu bénévole, quoi. Alors, quand tu es rentrée chez Make-A-Wish, c'était en quelle année et pourquoi avoir choisi cette association-là ? Alors, je suis rentrée à Make-A-Wish, je pense que c'est fin des années 90. En fait, Make-A-Wish a été créé en 1990. Et comment j'ai commencé ? J'étais dans mon salon un dimanche et je prenais l'apéro et j'ouvre ma gazette, je pense que c'était dans un quotidien. Et en fait, il y avait une dame, donc Marie-Christiane de Corsoirel, qui a créé Make-A-Wish en Belgique. Et en fait, elle cherchait des bénévoles. Elle était néerlandophone, elle était originaire de Turnhout. Elle a créé Make-A-Wish en Flandre, mais avec quasiment personne en Wallonie. En fait, il y avait personne en Wallonie. Et en fait, elle cherchait quelqu'un pour la Wallonie. Donc, les coordonnées, donc, elle avait mis ses coordonnées. Donc, je me suis permis de lui téléphoner. Elle m'a tenu pendant un bon moment au téléphone. Elle m'a expliqué quel était le rôle de Make-A-Wish. Et puis, elle m'a laissé un temps pour la réflexion. Et un mois après, on s'est recontacté. En fait, elle a voulu me rencontrer. Et en fait, j'ai rencontré une belle personne, quoi. Elle était exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a un franc-parler, mais qui a un certain aura, quoi. Et en fait, j'ai été conquise. L'association est déjà belle par elle-même, mais en plus, Marie-Christine me présentait ça tellement bien que voilà. J'ai accroché et je pense que j'ai commencé tout au début des années 91. 1991. Donc ça fait un bail, oui. Il y a plus de 30 ans, quoi. Et du coup, quel était ton rôle ? Alors, mon rôle au début, c'est créer les documents. Donc, ils étaient tous en néerlandais. Donc, je me suis appliquée à traduire tous les documents en français. Et puis, mon premier rôle, c'était de faire connaître l'association ici dans la région, en région francophone, en Wallonie. Un petit peu Bruxelles était déjà impliquée, mais la Wallonie, il n'y avait rien qui se faisait. Alors, je me dis, comment je peux faire pour faire connaître l'association ? Et ça tombe bien, j'ai une ville à Braine-le-Comte, j'habite Braine-le-Comte, j'ai une ville assez réceptive. J'avais l'autorité communale qui était très à l'écoute. Et en fait, je me dis, mais comment je vais faire ? Et c'est là, je me dis, mais les gens, ils aiment bien partager
des bonbons, des sucreries. C'était la période de Pâques. On arrivait à la période de Pâques. Et avec mes amis, on s'est dit, on va créer la campagne de Pâques. Et en fait, j'ai vendu, je pense, c'était à ce moment-là, à peu près 180 kilos d'œufs, des petits sachets. Donc, on a fait des petits sachets de 100 grammes. J'ai vendu un peu dans la région, j'ai vendu dans des marchés. J'ai mes amis, j'ai mes voisins qui m'ont aidé. Et en fait, j'ai eu pour la même demande, pour le même enfant, 7 demandes différentes. Je m'en souviens parce que c'était mon premier. Je me souviens comme si c'était hier, il y a plus de 30 ans, c'était un petit Cédric. Et en fait, mon premier vœu, ça a été le vœu de Cédric et c'était un ordinateur. Et c'est ainsi qu'on a fait connaître Make-A-Wish en Wallonie. Parce que bien sûr, j'ai profité de dire voilà aux autorités communales, vous avez vu, c'est vrai, c'est un vœu qui s'est réalisé, c'est le premier. Et voilà, c'était mon premier vœu. Oh oui, parce qu'on rappelle que Make-A-Wish s'occupe de réaliser les vœux des enfants qui sont souvent gravement malades. Ouais. Voilà, du coup, nous, on s'est rencontrés à l'époque quand il y avait encore le concert qui se faisait soit à Forêt Nationale ou au Cirque Royal. C'était Maureen qui était la marraine, qui est malheureusement plus là non plus. Et moi, je t'ai rencontré en fait parce que je faisais la presse et j'étais interpellée et j'étais conquise par cette gentillesse en fait. Mais oui, t'as vraiment quelque chose d'incroyable et de très rassurant. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Ce qui était le plus difficile, c'était des fois de ne pas pouvoir avancer plus vite, de ne pas pouvoir ouvrir la porte, une porte qui pouvait débloquer plus vite quelque chose. Sans citer le nom de la personne, mais je me souviens qu'il y avait quand même quelqu'un de très important. Et en fait, j'ai perdu 6 mois avant de pouvoir le contacter en direct. Et quand je l'ai eu devant moi, je me souviens qu'il m'avait demandé pourquoi vous avez envoyé comme ça. Je dis mais vous savez qu'il y a 6 mois que j'essaie de vous joindre. Il dit qu'est-ce que vous me dites là? Je dis il y a 6 mois et je me répète, il y a 6 mois que j'essaie de vous joindre. Il me dit, je ne le savais pas. Donc, il ne le savait pas. Mais ce qui me fait dire une chose, c'est que la petite fille qui a voulu rencontrer cette personne, elle a pu le rencontrer tout juste. Je vais dire tout juste. Parce que tout juste avant de décéder ou quelques mois après, enfin quelques mois même pas, je pense que 2-3 mois après, la même personne est venue à l'enterrement de cet enfant. Mais je me dis qu'à la limite, si on avait pu le rencontrer 6 mois avant, cette petite aurait pu profiter de cette personne et peut-être qu'il aurait donné un peu plus de son temps. Et je sais qu'il l'aurait donné parce que il le donne à un autre enfant encore maintenant. Et je sais qu'il prend son temps pour aller voir cet enfant tous les ans. Et c'est quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans. 12 ans, exactement, il y a 12 ans. Et il y a 12 ans, il fait encore l'effort d'aller tous les ans voir cet enfant et passer la journée avec l'enfant. Donc je me dis qu'il y a ce qui est difficile, c'est que des fois, on ne parvient pas à avancer vite parce qu'on est bloqué par quelqu'un qui ne comprend pas ou bien quelqu'un qui est insensible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que l'enfant doit des fois partir et qu'on n'a pas eu l'occasion de réaliser son vœu. Ça, j'ai le malheur de connaître ça 2-3 fois. Et là, c'est pénible, parce que là, on s'est dit, zut, on a loupé quelque chose. Mais à côté de ça, je sais qu'il y a des centaines de vœux qui ont pu se réaliser. oui, et puis il y a aussi des vœux qui étaient exceptionnels. On se disait c'est pas possible, ça va pas se créer et en fait Make-A-Wish mettait quand même beaucoup de choses en œuvre pour créer des vœux qui étaient incroyables ou limite insensés. Quel est ton plus beau souvenir justement, un vœu qui était assez incroyable? Oh, il y en a eu plusieurs. Un gamin qui voulait recevoir une petite moto, tu laisses un message sur Facebook
Tu t'es dit, ben voilà, il y a sa petite moto qui va arriver, qui veut venir avec moi. Et en fait, je me suis retrouvée sur une place du côté de Mons. Et je vois encore cette place parce qu'il y avait 4-5 routes qui aboutissaient à cette place. Et en fait, on voyait des motos arriver de partout, de partout. Et je vais dire même la gendarmerie avait répondu présent parce que même les motards étaient arrivés. Et alors, je me souviens que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais il faut faire la sécurité. Il m'a dit, madame, je suis la sécurité. J'étais un peu perdue, je voyais toutes ces motos arriver de partout. Je me dis, ah, mais comment on va faire? Et il m'a dit, madame, je suis la sécurité. Et là, voilà, j'étais de nouveau apaisée, la personne au bon moment. Au niveau des personnalités aussi, on a eu des belles surprises ou il y a Ah des oui, oui, personnalités avec des on a eu cœurs énormes, hein. de belles rencontres. Oui. Il y a des gens, il y a des vedettes qui nous ont soutenus. Il y a Garou qui a été adorable et qui a encore fait aveu il y a pas tellement longtemps. Il y a Morane, elle a été adorable. Minimati a été adorable. On a eu quelques belles vedettes. Moi, je me souviens de Matt Pokora avec qui a donné, M. Pokora qui a donné énormément de son temps aussi, qui a donné énormément, oui. Énormément. Lui, il nous a reçus. Il voulait que l'enfant garde un souvenir de lui. Et en fait, il s'écartait avec l'enfant et il parlait avec l'enfant. Un qui est très sensible aussi, c'est Patrick Fiori. Il adore les enfants. Et en fait, quand on allait avec les enfants, quand ils venaient à un concert, ils nous envoyaient un message, ils prenaient d'autres enfants et en fait, il les mettait autour de lui et il parlait, il s'inquiétait de leur santé, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. C'est encore, voilà, c'est un gentil. Voilà, il y a quelques gentils comme ça qu'on a pu rencontrer et qui font que quand tu sors de là, tu dis, waouh, j'ai encore réussi quelque chose de fantastique, quoi. Et le petit loup, ben, voilà, il est content, il rentre avec, je dis encore maintenant, j'ai des petits loups qui m'envoient des petits messages et, C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu te gardes des contacts parfois avec la famille ou avec les enfants? oui, je garde des contacts, oui, et, non seulement avec la famille, les enfants, j'ai des parents qui sont devenus bénévoles à Make-A-Wish, donc c'est que voilà. Mais c'est vrai que je garde encore des enfants, des contacts avec les enfants. Mais d'ailleurs, certains m'écrivent encore. Quand j'ai eu un petit coup dur dans la vie, bon, comme tout le monde, quoi. Eh bien, je reçois des petits messages comme ça, et voilà. Et ça me fait plaisir d'avoir pu créer comme ça. Un petit réseau comme ça avec les enfants et les familles. Et à la fois, comment on fait, Mariana, pour se protéger? Alors, comment on fait pour se protéger? C'est vrai que des fois, il faut avoir un caractère très fort. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut quand tu sors de problèmes comme ça, enfin, quand j'allais voir un enfant, et que je sortais, en général, quand on va voir un enfant, on va toujours à deux. Donc, quand je sortais de là, on montait en voiture et je m'arrêtais quelques centaines de mètres plus loin et je parlais avec la bénévole pour qu'on échange un peu. Et ça nous faisait du bien d'échanger un peu. Et alors, ce qui est important, c'est que quand tu rentres chez toi, eh bien, tu as quelqu'un qui t'attend. Voilà. Là, j'avais mon mari, j'avais mon fils qui m'attendait et je pouvais parfois parler, discuter et vivre. Donc, voilà, j'ai eu de la chance et que j'étais bien entourée et que c'est vrai qu'il faut des fois un petit moral d'acier, mais bon, ça ne doit pas t'empêcher parfois de verser une petite larme. Ça m'est déjà arrivé quand je suis sortie, je me suis arrêtée et voilà, j'ai versé une petite larme. Mais voilà, je pense que c'est humain. Mais à côté de ça, je savais pourquoi je le faisais. Donc ça ne m'arrêtait pas et je recommençais. Surtout si tu as, à côté de ça, tu as quelque chose de
de réussi. Et en plus, si c'est bien réussi, pourquoi pas, quoi. Voilà. Mais du coup, quand tu donnes autant de ton temps pour les autres, est-ce que tu t'oublies pas un peu? Bon, j'admets. J'admets, c'est vrai que des fois, tu donnes beaucoup de ton temps. J'admets, et ça, c'est peut-être le mea culpa que je dois faire. C'est que, avant de donner autant de temps, ben, je ne comptais pas mon temps. Et des fois, ben, il y a des choses que j'ai laissé tomber. Enfin non, j'ai donné priorité à des rencontres, à des activités, et j'ai malheureusement des fois pas été présente dans certains trucs quand c'était au niveau familial. Ça, c'est un de mea culpa. Jamais, maintenant je réfléchis et je dois dire que, voilà, en parlant après, ah oui, ça c'est vrai, je n'étais pas là à ce moment-là. Mais bon, ils ne m'en tiennent pas rigueur, je ne pense pas. Mais c'est vrai que on parvient à s'oublier un peu mais bon, voilà. Je pense que c'est le passé, voilà. Je pense que, voilà, la vie a fait que j'ai la chance de pouvoir le faire. J'ai peut-être loupé des trucs, mais à côté de ça, ben, j'ai pas encore trop loupé trop parce que, ben voilà, je pense que d'une certaine façon, ma famille était quand même fière de moi, de mes résultats et ouais, ben voilà. Je pense que, Puis t'as non, rendu des enfants heureux aussi. j'ai pas trop de regrets, sauf le petit mea culpa où j'ai fait passer quelques priorités, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Quelles sont les qualités requises pour être une ou un bon bénévole selon toi? Alors, moi, la qualité requise, c'est qu'il faut déjà un esprit d'équipe, parce que tu n'es pas bénévole tout seul. Il faut travailler en équipe. Il faut être solidaire et il faut être disponible. Et il faut une petite once de sensibilité. Il faut être un petit peu sensible sur le côté. C'est un petit plus, quoi. Mais il faut arriver à être disponible et travailler dans un esprit d'équipe avec d'autres. Et quels sont les dangers selon toi, à part effectivement de peut-être un peu sacrifier ta famille ou autre? Les dangers, ben c'est devoir donner trop de temps. Tu t'épuises à beaucoup à essayer d'avancer et tu t'essayes de faire beaucoup de choses et en fait il y en a certains qui ne comprennent pas toujours quelles sont tes motivations et voilà. Et je pense que tu t'épuises un peu, voilà. Mais les dangers, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui sont là qui ne sont pas vraiment bénévoles et allez qui ne vont pas qui pourrissent un peu le climat qui sont là. Mais bon, voilà. Oui, maintenant on a connu à l'époque des disputes, des gens qui ne s'entendaient pas, etc. Je trouve que c'était assez impressionnant de te dire qu'on était tous dans une même direction et que finalement il y avait quand même des jeux de pouvoir. Et moi c'est ce qui m'a marqué aussi vers la fin. Donc, du coup, tu penses que c'est assez réglementé ou bien est-ce qu'il faudrait plus, en général, qu'on fasse plus de tests avec la personne pour voir vraiment ses intentions, etc. Tu penses que, je sais pas, selon toi, ce serait quoi le schéma idéal en fait, quand tu veux être bénévole et que tu rentres comme bénévole? Ben, je pense que quand le chemin idéal, c'est de toute façon devoir rencontrer le ou la bénévole pour voir quelles sont ses motivations. Et puis l'inclure dans le schéma. Quand je dis dans le schéma, c'est l'inclure éventuellement dans une rencontre, l'inclure dans un vœu, l'inclure dans enfin je parle pour mes coviches, l'inclure dans un vœu, l'inclure dans une activité. Ce qui est important, c'est qu'au départ, il faut pouvoir tenir la main un peu du bénévole
et on ne doit pas lâcher un bénévole comme ça directement parce que comment dire, c'est pour lui c'est l'imprévu, c'est allez, c'est être dans comment dire, dans l'anonymat un peu, et je crois qu'il faut leur tenir la main dès le début. C'est important parce que ça va déjà le réconforter. Ce que je pensais aussi, c'est que moi j'ai connu ça, c'est que par exemple quand il y avait un nouveau bénévole, tu as cette rencontre au départ et on a créé des jeux de comment dire, de situations. Et c'était important parce que tu vois, allez, j'ai souvenir que j'avais été voir une maman et un enfant et et en fait la maman était un peu, tu vois, elle était pas très, elle comprenait pas pourquoi on était là. Et en fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut pouvoir se retirer. Dire, écoutez, vous inquiétez pas, on reviendra. Je vous laisse la documentation et on reviendra. Et en fait, dans les jeux de situation, on faisait comprendre qu'il fallait pas s'imposer dans les familles, dans les enfants qui comprennent pas toujours pourquoi nous étions là et qui avaient peur de dire qu'est-ce que ça va nous coûter, et en fait ça ne leur coûtait rien, ils ne le savaient pas. Donc il faut prendre le temps de faire des mises en situation pour montrer aux nouveaux bénévoles qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ira peut-être dans un mois et on reviendra dans un mois avec d'autres documentations ou un truc comme ça, tu vois. Donc moi je pense que voilà, accompagner le bénévole dès le départ, mais partout, hein, ça doit être rien qu'à Mécobus. Je pense que c'est important. Il faut pas lancer le bénévole comme ça de but en blanc dans son activité, dans sa rencontre, et voilà. Est-ce que vous étiez suivi, par exemple, puisqu'il y a malheureusement des enfants qui partent, c'est violent, c'est difficile, toi-même tu es maman. Est-ce qu'il y avait un suivi psychologique? Est-ce qu'il y avait quelque chose, un groupe de parole? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Maintenant, je trouve qu'il y a plus de suivi maintenant. Parce que voilà, il y a eu, je pense qu'il y a eu de la demande un peu. Mais avant, nous n'étions pas suivis. Et je pense que le suivi qu'il y avait, c'était entre nous. C'était entre bénévoles. Quand j'ai eu le malheur comme ça de perdre comme ça des petits enfants, eh bien c'était mes collègues qui venaient à la maison, qui venaient parler avec moi. Et quand mes collègues ont eu la malchance, hop, je prenais vite mon téléphone et je me pointais et j'essayais d'être présente pour eux, pour la famille aussi, mais pour eux, parce que à force de faire des vœux, il y a des liens qui se créent. Quand je te parle d'un petit enfant, je te dis un de mes petits enfants, parce que forcément, ça devient un de tes petits enfants, tout en t'accaparant pas l'enfant, hein. Mais voilà. Et je pense que mes bénévoles avaient ça aussi en disant que, ouf, voilà, c'est un de leurs petits qui s'en va, et mais on faisait ça entre nous. Mais je pense que maintenant, avec la nouvelle direction, je pense que c'est un peu plus encadré, et ils essayent d'être un peu plus à l'écoute quand ça arrive, et c'est vrai qu'alors on fait bloc là, tu vois, ou tout, mais c'est ça l'esprit d'équipe. Il y en a un enfant qui partait, et un bénévole est triste, les autres se rappliquaient, et Est-ce que Mariana petite avait déjà envie de sauver le monde? déjà, oui, déjà toute petite, oui, je pense que c'était quelque chose en moi. Je veux dire que c'est un peu mon papa. Il était aussi disponible, il était aussi présent comme ça. Il aimait bien rire, il aimait bien. Oui, je pense que Mariana petite, oui, ça devait être ça. Je te dis que oui, mon papa a été ambulancier. Donc, dans la force des choses, j'ai voulu être secouriste et ambulancière. Et puis, par la force des choses, je me dis, c'est important d'être secouriste, tu peux sauver des gens. J'ai voulu donner des cours de secourisme, mais j'ai donné des cours pendant près de 25 ans, je pense. J'ai donné des cours pendant 25 ans. Et puis, voilà. Je suis devenue bénévole
Mais que oui, je savais pas trop combiner les deux, mais oui, je pense que j'ai toujours aimé donner un peu de moi, oui. Quelles sont tes petites étincelles de vie? Mes petites étincelles de vie, pour le moment, j'ai une grosse étincelle, c'est mon petit garçon qui a 28 ans. Ton petit garçon qui a 28 ans? Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yuri. Ça, c'est ma grosse étincelle de vie. Ça, c'est mon petit bonheur. J'arrête pas de dire c'est mon petit bonheur à moi. Mais à côté de ça, je me dis que, voilà. Maintenant, je suis jeune pensionnée, donc, je m'octroie un peu de plaisir. Je suis toujours bénévole à Make-A-Wish, mais je laisse un peu la place aux jeunes, on va dire ça comme ça. Et là, ma petite étincelle pour le moment, c'est que je me fais plaisir depuis des années. Depuis toute petite, en fait, je voulais apprendre le piano. Eh ben voilà, je suis pensionnée, j'apprends le piano, j'apprends le solfège. C'est pas facile, mais c'est mon petit bonheur pour le moment. L'autre petit bonheur, c'est prendre le temps de retrouver mes amis et que j'ai un peu laissé sur le côté, mais voilà, ça c'est mon autre bonheur. Et voilà, je pense que le bonheur de vivre avec mon mari et mon fils, retrouver mes amis, faire de la musique, écouter mon fils à la musique. Voilà mes petits bonheurs pour le moment. Voilà, c'est ça mes étincelles. Des belles étincelles. Pour terminer, Mariana, que donnerais-tu comme conseil auprès de quelqu'un qui voudrait s'inscrire comme bénévole? Alors, quels sont les conseils? Déjà, je dis être disponible, être volontaire et toujours se dire, et c'est ce qui m'a fait avancer dans la vie, là où il y a une porte qui est fermée, il y a toujours une fenêtre qui est ouverte. Eh bien, merci beaucoup, Mariana. Merci, je rappelle, donc Mariana Delmoitier Ferrara. C'est un nom qui ne s'invente pas tellement qu'il est joli, qu'il sonne tellement bien. Merci pour tout, c'était nos petites étincelles et on se retrouve très bientôt.